L'assiette s'est écrasée contre mon front avec une violence que je n'aurais jamais imaginée venant de mon propre fils. Les morceaux de porcelaine blanche sont tombés sur mon costume foncé pendant que le glaçage au chocolat glissait sur mes joues ridées. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quel cri. 200 invités, des membres de la famille et des amis, me regardaient avec un mélange d'horreur et de honte. Moi, Roré Riva, 70 ans, je venais d'être humilié par Samuel, mon fils unique, le jour le plus important pour ma petite fille Tatiana. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là, à ce moment de rupture totale. Tout a commencé il y a 3 mois, quand Samuel est arrivé chez moi avec ce sourire que je connaissais trop bien. Ce sourire qui apparaissait uniquement quand il avait besoin de quelque chose de moi. C'était un samedi matin et j'arrosais les roses du jardin que Maria, ma femme décédée, avait planté il y a 15 ans. L'odeur des fleurs se mélangeait à celle du café qui refroidissait sur la table de la terrasse, créant cette ambiance paisible que j'aimais tant à mon âge. « Papa, il faut qu'on parle », m'a dit Samuel sans même me saluer. Sa voix avait ce ton sérieux qu'il utilisait quand il voulait paraître important dans son travail de vendeur d'assurance. Olivia, sa femme, restait derrière lui, les bras croisés, fuyant mon regard comme elle le faisait toujours. « Bien sûr, mon fils. Tu veux un café ? » Non, papa, c'est sérieux. J'ai posé le tuyau d'arrosage de côté et je les ai invités à s'asseoir sur les chaises en fer forgé que Maria avait choisies pour le patio. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les carreaux rouges et je sentais que quelque chose allait changer pour toujours. C'est à propos de Tatiana, a continué Samuel en ajustant sa cravate comme s'il était en réunion. Tu sais qu'elle va se marier avec Ignacio le mois prochain. Bien sûr que je le savais. Ma petite fille de 22 ans préparait son mariage depuis 1 an et j'avais promis d'aider à payer les frais. C'était le minimum que je pouvais faire pour la seule personne dans cette famille qui venait encore me voir souvent, qui m'embrassait avec tendresse et m'appelait « Papy », avec cette voix douce qui me rappelait sa grand-mère. Oui, et je suis très content pour elle, ai-je répondu en essayant de garder un ton positif malgré la tension que je sentais déjà. Samuel a échangé un regard avec Olivia avant de continuer. « Papa, Tatiana et Ignacio ont besoin d'un endroit où vivre. Tu sais comme c'est difficile d'acheter ou de louer aujourd'hui pour les jeunes. Les loyers sont hors de prix, et acheter une maison, c'est presque impossible à leur âge. Je comprends, ai-je dit, même si je devinais déjà où cette conversation allait mener. En quoi puis-je aider ? Eh bien, papa, tu vis seul dans cette maison depuis que maman est morte. Il y a 4 chambres, 3 salles de bain, un grand jardin. C'est trop grand pour une seule personne. La froideur dans sa voix m'a transpercé comme un couteau. Cette maison, ce n'était pas juste un bâtiment, c'était le foyer où j'avais élevé Samuel, où Maria avait passé ses derniers jours, où chaque recoin gardait des souvenirs de toute une vie. Les murs jaunes de la salle à manger avaient encore les marques où on mesurait la taille de Samuel quand il était petit. La cuisine gardait l'odeur de cannelle des desserts que Maria préparait tous les dimanches. La chambre principale avait encore ses affaires parce que je n'avais pas eu le cœur de m'en débarrasser. « Samuel, c'est ma maison », ai-je réussi à dire alors que ma voix tremblait légèrement. « Oui, papa, mais réfléchis. Tatiana est ta petite fille préférée. Elle l'a toujours été. Ce serait l'occasion parfaite de lui montrer combien tu l'aimes. » Olivia a finalement parlé avec cette voix nasillarde qui m'avait toujours agacé. « Roré, ce n'est pas qu'on veut te mettre dehors, mais tu pourrais te trouver un petit appartement plus facile à entretenir. Ce serait mieux à ton âge. » Mieux pour mon âge ? Ai-je répété en sentant l'indignation monter en moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh bien, les escaliers, le jardin, tout cet entretien, ce n'est pas prudent pour un homme de ton âge de vivre seul dans une maison aussi grande. Samuel a hoché la tête vigoureusement. Exactement. Et pense papa. Si tu donnes la maison à Tatiana, tu assureras son avenir. Cette propriété vaut au moins 400 000 $. Ce serait le plus beau cadeau de mariage qu'un grand-père puisse faire à sa petite fille. Je suis resté silencieux, regardant les roses bouger doucement dans la brise du matin. Maria disait toujours que les roses avaient besoin de temps pour fleurir, qu'on ne pouvait pas forcer leur croissance. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que quelqu'un essayait d'arracher toutes les fleurs de ma vie. Non, ai-je dit finalement avec une voix plus ferme que je ne le pensais. C'est ma maison et je vais rester ici. L'expression de Samuel a changé tout de suite. Le masque de fils attentionné a disparu, laissant apparaître quelque chose de plus sombre. Papa, ne sois pas égoïste. Tatiana a besoin de toi.
Si Tatiana a besoin d'aide, je peux l'aider autrement. Je peux participer aux frais du mariage, les aider à verser un acompte pour un appartement, mais je ne vais pas donner ma maison. Le donner? A dit Samuel en haussant la voix. C'est ce que tu penses? Ta petite fille ne mérite pas ta maison. Ce n'est pas une question de mérite, Samuel. C'est que cette maison est la mienne, c'est mon foyer, et je ne suis pas prêt à la quitter. Olivia s'est levée brusquement. Roré, je crois que tu ne comprends pas la situation. Cette maison est trop grande pour toi. Tôt ou tard, tu auras besoin de soins, et ce sera plus simple pour tout le monde si tu es déjà dans un logement plus petit. Des soins. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Et qui a dit que j'avais besoin de soins? Papa, tu as 70 ans, a dit Samuel avec une patience exagérée qui sonnait faux. Ce n'est qu'une question de temps. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas juste la pression pour la maison, c'était la façon dont il me parlait, comme si je n'avais plus mon mot à dire, comme si ma vie ne m'appartenait plus. C'était la façon dont Samuel regardait ma maison comme un bien qu'il pouvait redistribuer à sa guise. Je veux que vous partiez, ai-je dit en me levant avec toute la dignité qu'il me restait. Papa, ne sois pas dramatique. On essaie juste de t'aider. L'aider, ai-je répété, sentant une sorte de rire amer m'échapper. L'aider qui, Samuel? Tatiana ou toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que cette discussion est terminée. Je vais aider Tatiana pour son mariage, mais pas de la manière dont vous le souhaitez. Samuel et Olivia sont partis ce jour-là sans me dire au revoir, me laissant seul sur la terrasse avec mon café froid et un très mauvais pressentiment. Les jours qui ont suivi cette discussion ont été étrangement calmes. Je savais que Samuel ne renoncerait pas aussi facilement, mais je ne m'attendais pas à ce que son prochain coup soit d'amener Tatiana directement chez moi. C'était un mercredi après-midi quand j'ai entendu sa voix familière m'appeler depuis la porte d'entrée. « Papy, tu es là ?» Mon cœur s'est rempli de joie en l'entendant, comme toujours. Tatiana avait ce don d'illuminer chaque endroit où elle passait. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là avec son sourire éclatant, ses yeux verts brillants remplis d'innocence et de détermination, comme sa grand-mère Maria. « Tatiana, ma belle », ai-je dit en la serrant fort. « Comment vont les préparatifs du mariage ?»« Bien, papy, mais justement, je suis venu te voir. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Je l'ai invitée à entrer et nous nous sommes assis dans le salon où nous avions tant joué aux échecs quand elle était petite. Le jeu était encore là, sur la table basse, les pièces prêtes pour une nouvelle partie. Les rideaux en dentelle cousue par Maria laissaient passer la lumière dorée du soir, créant des motifs sur le canapé en velours bleu. « Papy, papa m'a dit ce que vous vous êtes dit l'autre jour », a commencé Tatiana. Et j'ai tout de suite vu que son comportement était différent. Elle évitait mon regard, jouait avec ses mains, et sa voix avait un ton préparé que je ne lui connaissais pas. « Ah, oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Et qu'il t'a demandé si tu pouvais nous aider pour le logement et que tu as dit non? » Tatiana, mon amour, ce que ton père m'a demandé, ce n'était pas de l'aide. Il m'a demandé de te donner ma maison. Elle a levé les yeux, et pendant un instant, j'ai vu une lueur de surprise sincère dans ses yeux. Il t'a demandé de me donner la maison? Oui, ma fille. Il m'a dit que cette maison était trop grande pour moi, et que je devrais te l'offrir pour ton mariage. Tatiana est restée silencieuse un instant pour digérer ce qu'elle venait d'apprendre. Puis, comme si elle se rappelait un texte appris par cœur, son expression a changé. Eh bien, papy, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Je veux dire, Ignacio et moi avons vraiment besoin d'un endroit où vivre, et toi, tu serais plus à l'aise dans un petit appartement. Ces mots m'ont fait encore plus mal que ceux de Samuel. Venant de lui, la manipulation était attendue. Mais entendre ma petite fille répéter les mêmes arguments m'a donné l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Tu crois vraiment ça, Tatiana? Oui, papy. En plus, comme ça, on pourrait être plus proches. On pourrait mieux s'occuper de toi. M'occuper de moi? Ben, tu as déjà 70 ans. Ce n'est pas que tu sois vieux, mais je suis assez vieux pour ne plus savoir ce qui est bon pour moi, ai-je terminé à sa place. Non, papy, ce n'est pas ça. C'est juste que, cette maison a beaucoup de souvenirs tristes. Peut-être que ce serait bien pour toi de recommencer ailleurs. Des souvenirs tristes? Ma voix s'est élevée sans que je le veuille. Tatiana, c'est dans cette maison que tu es née.
C'est ici que ta grand-mère t'a appris à marcher. Ici qu'on a fêté tous tes anniversaires. Je le sais, papy, je le sais. Mais mamie n'est plus là, et toi, tu es tout seul. Ce ne serait pas mieux d'être dans un endroit où tu te sentirais moins mélancolique? C'est là que j'ai compris que les mots de ma petite fille ne venaient pas d'elle. C'était trop bien préparé, trop proche de ce que Samuel m'avait dit. Quelqu'un l'avait préparé pour cette discussion. On lui avait donné des arguments précis pour me convaincre. Tatiana, qui t'a dit de venir me parler? Personne, papy. C'est moi qui ai voulu venir. Et qui t'a dit exactement quoi me dire? Personne ne m'a rien dit. Ce sont mes idées à moi. Mais je connaissais ma petite fille. On avait passé trop de temps ensemble à jouer, à parler, à lui transmettre les leçons apprises en 70 ans de vie. Je connaissais ses gestes, ses expressions, sa façon de penser. Et ça, ce n'était pas elle, ma petite. Et dis-moi la vérité, ai-je dit doucement en prenant ses mains dans les miennes. Ton père t'a demandé de venir, hein? Pendant un instant, le masque s'est fissuré. J'ai vu la vraie Tatiana, l'enfant qu'elle avait été, la jeune fille qu'elle était encore sous toute cette pression. Ses yeux se sont remplis de larmes, et j'ai cru un instant qu'elle allait me dire la vérité. Mais ensuite, comme si elle s'était souvenue d'un détail important, elle s'est redressée. Papy, je veux juste que tu sois heureux. Et je crois que tu serais plus heureux dans un bel appartement, avec moins de responsabilités. Et toi, tu serais plus heureuse dans ma maison. Oui, a-t-elle répondu, mais le mot sonnait creux, comme si elle n'y croyait pas vraiment. Tatiana, laisse-moi te demander une chose. Tu veux vraiment vivre dans la maison de ton grand-père? Dans l'endroit où ta grand-mère est morte? Ou c'est une idée de ton père? C'est mon idée, a-t-elle dit, mais sa voix s'est brisée à la fin. Mon amour, toi et moi, on s'est toujours dit la vérité. Depuis que tu es petite, tu ne m'as jamais menti. Ne commence pas aujourd'hui. Les larmes qu'elle retenait ont finalement coulé le long de ses joues. Papy, je ne veux pas te faire de mal. Mais papa dit que si tu me donnes la maison, on pourra mieux t'aider quand tu en auras besoin. Il dit que c'est le mieux pour tout le monde. Et toi, Tatiana, qu'est-ce que toi tu en penses? Pas ce que pense ton père, ni ta mère. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas, papy. Tout est tellement confus. Papa dit que tu es égoïste, mais moi, je ne crois pas que tu sois égoïste. Il dit qu'à ton âge, tu devrais penser à l'avenir de la famille, pas t'attacher à des choses matérielles. Des choses matérielles. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing. Tatiana, cette maison n'est pas un simple objet pour moi. C'est mon foyer. C'est ici que j'ai construit ma vie avec ta grand-mère. C'est ici que tu as grandi. Je le sais, papy. Je le sais. Mais papa dit que les souvenirs sont dans le cœur, pas dans les murs. Ton père dit beaucoup de choses, ma petite. Mais dis-moi ce que ton cœur te dit, à toi. Tatiana est restée silencieuse pendant un long moment. Je voyais le combat intérieur dans ses yeux. Elle a fini par parler, d'une voix si faible que j'ai à peine entendu. Mon cœur dit que je ne veux pas que tu sois seul. Et papa dit que si tu vivais dans un appartement près de chez nous, on pourrait te voir plus souvent. Et tu as pensé que peut-être je ne veux pas vous voir plus souvent si le prix à payer est de perdre ma maison? Papy, dis pas ça. C'est la vérité, Tatiana. Si vous m'aimez, vous m'aimerez ici, dans ma maison. Si vous ne m'aimez pas ici, vous ne m'aimerez pas plus dans un appartement. Ce n'est pas vrai. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Dis-moi, ma fille. Quand est-ce que ton père est venu me voir pour la dernière fois, juste pour passer du temps avec moi? Quand est-ce qu'il est venu sans rien me demander? Tatiana n'a rien répondu, parce que nous connaissions tous les deux la réponse. Samuel ne venait que quand il avait besoin d'argent. Quand il voulait que je garde ses enfants. Ou quand il avait un service à demander. Papy, s'il te plaît, réfléchis. Tu pourrais être dans un endroit plus confortable, plus sûr. Et nous, on aurait un vrai foyer pour commencer notre vie ensemble. Et si je ne veux pas y réfléchir? Et si ma réponse est non? Alors, je suppose qu'on devra trouver une autre solution. Quel genre de solution? Je ne sais pas, papy. Mais papa dit qu'une famille doit s'entraider. Il dit que quand quelqu'un refuse d'aider, parfois il faut prendre des décisions difficiles.
Des décisions difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire, Tatiana? Je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui me disait qu'elle savait très bien. Qu'elle avait entendu plus de choses qu'elle ne voulait l'admettre. Tatiana est partie ce soir-là, me laissant avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire. Cette pression ne venait pas seulement de Samuel. Il y avait un plan plus vaste, et ma petite fille n'était qu'un pion. Ce soir-là, assis dans mon fauteuil préféré, regardant les photos de famille posées sur la cheminée, j'ai pris une décision. Je n'allais pas leur donner ma maison. Mais je n'allais pas non plus rester là sans rien faire. En attendant de découvrir quelle décision difficile il préparait. Il était temps que Roré Riva se souvienne de comment se défendre. La transformation de ma maison a commencé subtilement, presque sans qu'on le remarque. Au début, je pensais que c'était des coïncidences. De petits changements avec des explications innocentes. Mais quand j'ai commencé à relier les éléments, je me suis rendu compte qu'on essayait de me faire sentir étranger chez moi. Tout a commencé une semaine après la visite de Tatiana. Samuel est arrivé un samedi matin avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Et une clé à la main. Papa, Olivia et moi, on a réfléchi. On pense qu'il serait mieux qu'on ait une copie de ta clé. Tu sais, au cas où il se passerait quelque chose et que tu ne peux pas répondre. Quel genre de quelque chose? Ai-je demandé, sentant tout de suite un malaise. Ben, à ton âge, tout peut arriver. Une chute, un problème de santé, une urgence. Ce serait irresponsable de notre part de ne pas avoir accès à la maison. Samuel, j'ai 70 ans, pas 90. Je suis en parfaite santé. Oui, papa, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et puis, si jamais tu décides de déménager dans un appartement bientôt, quelqu'un devra t'aider à faire la transition. Je t'ai déjà dit que je ne comptais pas déménager. D'accord, d'accord. Mais quand même, en tant que famille, on devrait avoir une clé. C'est normal. Contre mon intuition, je lui ai donné une clé. C'était la première erreur d'une série qui allait me coûter ma tranquillité dans les semaines suivantes. Les changements ont commencé dès le lendemain. En revenant de ma promenade du matin, j'ai vu que quelqu'un avait déplacé les meubles du salon. Le canapé était ailleurs. La table basse avait changé de place. Et la lampe sur pied que Maria avait achetée dans une boutique d'antiquités n'était plus à son endroit habituel. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ai-je murmuré, sincèrement perdu. J'ai appelé Samuel tout de suite. Mon fils, tu es venu chez moi aujourd'hui? Oui, papa. Olivia et moi sommes passés faire un peu de ménage. On a vu que l'endroit était un peu négligé. Négligé? Mais je nettoie ma maison tous les jours. Papa, ce n'est pas une critique. Mais à ton âge, on ne voit plus certaines choses. Il y avait de la poussière dans des coins que tu ne vois peut-être pas. Et on a pensé que ce serait bien de réorganiser un peu, pour que ce soit plus simple à entretenir. Réorganiser. Qui vous a demandé de réorganiser mes affaires? Personne, papa. On essaie juste de t'aider. Ce mot? L'aider. Je commençais à le détester. À l'avenir, j'aimerais que vous me demandiez avant d'entrer chez moi. Bien sûr, papa. On ne pensait pas que ça te dérangerait. Mais les visites ont continué. Tous les 2 ou 3 jours, je retrouvais des indices que quelqu'un était venu chez moi. Un livre que j'avais laissé sur la table était rangé sur l'étagère. Les rideaux étaient ouverts alors que je les avais fermés. La vaisselle était rangée différemment dans la cuisine. Quand j'ai confronté Samuel, il avait toujours une explication raisonnable. Papa, on venait juste vérifier si tu allais bien. Comme tu ne réponds pas toujours tout de suite au téléphone, on s'inquiète. Je réponds au téléphone quand je peux, Samuel. Parfois je suis dans le jardin, parfois sous la douche. Ça ne veut pas dire que vous devez venir vérifier si je suis vivant. Papa, ne sois pas dramatique. On se fait juste du souci pour toi. Mais cette inquiétude s'est vite transformée en quelque chose de plus envahissant. Un jour, je suis revenu des courses et j'ai trouvé Olivia dans ma cuisine, en train de réorganiser mes placards. Bonjour, Roré, m'a-t-elle dit sans la moindre gêne d'avoir été surprise à entrer sans permission. Je t'attendais. On doit parler de ton alimentation. Mon alimentation? Oui. J'ai regardé ton frigo et tes placards,
et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas saines pour un homme de ton âge. Trop de sel, trop de gras, trop de produits transformés. Olivia, je mange comme ça depuis 70 ans et je vais très bien. Oui, mais à ton âge, tu dois faire plus attention. J'ai apporté quelques aliments plus adaptés pour toi. C'est là que j'ai remarqué les sacs de course sur le comptoir. Elle avait jeté mon café habituel et l'avait remplacé par un substitut décaféiné. Ma vraie beurre avait été remplacée par de la margarine allégée. Mon pain blanc avait été changé pour un pain complet qui avait le goût du carton. Olivia, j'apprécie ton inquiétude, mais je n'ai pas besoin que tu changes ma nourriture. Roré, je sais que c'est dur d'accepter des changements, mais c'est pour ton bien. Et puis, si tu vas bientôt vivre dans un appartement, ce sera plus simple de t'habituer à une alimentation plus basique. Et qui a dit que j'allais vivre dans un appartement bientôt? Eh bien, c'est inévitable, non? Tôt ou tard, tu auras besoin d'un endroit plus facile à entretenir. Chaque jour qui passait, la pression augmentait. Samuel commençait à venir sans prévenir, toujours avec une excuse. Je passais dans le coin et je voulais voir comment tu allais. Je devais récupérer quelque chose pas loin pour le travail. Olivia s'est inquiétée parce que tu n'as pas répondu au téléphone ce matin. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était la façon dont il parlait de ma maison comme si elle était déjà à eux. Quand Tatiana vivra ici, on pourra installer une nouvelle clôture dans le jardin. Cette salle de bain aura besoin de travaux, mais on pourra les faire une fois que tu seras parti. La cuisine est un peu vieille, mais Tatiana a de bonnes idées pour la moderniser. Un jour, j'ai trouvé Samuel dans le grenier, fouillant dans des boîtes de souvenirs que Maria et moi avions gardées toutes ces années. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, sentant une profonde violation de mon intimité. « Papa, il y a plein de vieilleries ici. Quand tu déménageras, tu ne pourras pas tout emporter. » Je me suis dit que je pourrais commencer à trier ce qui vaut la peine d'être gardé et ce qu'on peut jeter. « Des vieilleries ?» ai-je dit, la voix brisée. « Samuel, ce sont mes affaires. Nos affaires. Les souvenirs de ta mère et de moi. Papa, je sais que c'est dur, mais il faut être réaliste. Tu ne peux pas emporter des décennies de trucs dans un petit appartement. » J'ai pris une des boîtes qu'il avait ouvertes. Elle était remplie de lettres que Maria m'avait écrites quand nous étions fiancés, de photos de nos voyages, de petits souvenirs de moments précieux. « C'est ça que tu appelles des trucs ? » Papa, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. Mais tu dois reconnaître qu'il y a plein de choses ici que tu n'as pas regardées depuis des années. Ça leur enlève un peu de valeur. Peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est à jeter ou qu'il faut les laisser derrière. Je ne vais pas déménager dans un appartement. Papa, s'il te plaît, sois réaliste. Tu ne peux pas vivre ici pour toujours. Pourquoi pas? Samuel s'est arrêté, comme s'il allait dire quelque chose qu'il ne devait pas. Parce que ce n'est pas pratique. Ce soir-là, après que Samuel soit parti, je me suis assis dans mon fauteuil préféré et j'ai regardé autour de moi. Ma maison, qui avait été mon refuge pendant des décennies, commençait à ressembler à une prison. Chaque jour apportait de nouveaux changements, de nouvelles instructions, des améliorations que personne n'avait demandées. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était la façon dont Samuel parlait des objets qui avaient défini ma vie comme de simples obstacles à éliminer. La lampe que Maria avait trouvée dans un vide-grenier et qu'elle avait réparée de ses mains. Le service à thé qu'on avait acheté pendant notre lune de miel. Les photos de famille qui racontaient des décennies d'amour et de souvenirs. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais aimé, était lentement dévalorisé, prêt à être effacé. Et moi, j'étais traité comme un obstacle qu'on devait gérer avec précaution, mais fermeté, jusqu'à ce que je cède. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas pour Maria, même si elle me manquait énormément. J'ai pleuré pour moi-même. Pour la dignité que je perdais un peu plus chaque jour. Pour cette sensation que ma propre famille me voyait comme un problème à résoudre, pas comme un être humain à aimer. J'ai regardé les photos sur la cheminée, surtout une où Maria et moi dansions au mariage de Samuel. On était si jeunes, si pleins d'espoir. Jamais on n'aurait imaginé que notre fils essaierait un jour de m'expulser de la maison que nous avions construite ensemble. Maria, ai-je murmuré dans le vide, qu'est-ce que je suis censé faire? Mais le silence fut ma seule réponse. Et pour la première fois depuis sa mort, ce silence ne m'a pas réconforté. Il m'a terrifié. La révélation est venue de la façon la plus inattendue, par la personne que je soupçonnais le moins.
C'était un jeudi après-midi, quand Ignacio, le futur mari de Tatiana, s'est présenté à ma porte avec une expression que je ne lui avais jamais vue. D'habitude, c'était un jeune homme joyeux, poli, souriant. Mais ce jour-là, il semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Monsieur Riva, est-ce qu'on peut parler ?» m'a-t-il demandé en regardant nerveusement par-dessus son épaule, comme s'il avait peur d'être suivi. « Bien sûr, Ignacio, entre, je t'en prie. » Je l'ai emmené à la cuisine, où j'ai préparé du café pour nous deux. J'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement quand il a pris la tasse, et qu'il fuyait mon regard, exactement comme Tatiana l'avait fait lors de sa dernière visite. « Monsieur Riva, je ne sais pas comment dire ça. » « Dis ce que tu dois dire, mon garçon. » À mon âge, j'ai tout entendu. Ignacio a bu une gorgée de café comme s'il avait besoin de courage liquide. C'est à propos de la maison, de ce que Samuel et Olivia préparent. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'ils préparent? Je ne devrais pas être ici. Si Samuel découvre que je t'ai raconté ça, il essaiera sûrement de briser ma relation avec Tatiana. Mais je ne peux pas rester silencieux en voyant ce qu'ils font. Ignacio, quoi que ce soit, je dois le savoir. Le jeune homme a poussé un long soupir, comme s'il s'apprêtait à prendre la décision la plus difficile de sa vie. Monsieur Riva, Samuel ne veut pas seulement que tu donnes la maison à Tatiana. Lui et Olivia parlent de t'envoyer dans une maison de retraite après le mariage. Ces mots m'ont frappé comme un marteau. Quoi? Je les ai entendus en parler quand ils pensaient que je n'étais pas à la maison. Samuel disait à Olivia qu'une fois la maison obtenue, l'étape suivante serait de convaincre tout le monde que tu ne peux plus t'occuper de toi-même. Que ce serait mieux pour toi d'être dans un endroit où on pourrait s'occuper de toi, professionnellement. Une maison de retraite. Ma voix sonnait bizarre, comme si elle venait de très loin. Oui, monsieur. Et pas une maison de retraite chère. Samuel a dit que comme tu aurais donné ta maison, tu n'aurais plus les moyens de payer un établissement privé. Il faudrait que ce soit un centre public. Le monde s'est mis à tourner autour de moi. Tout devenait clair. Les visites constantes, les changements dans ma maison, les discussions sur mon âge et ma capacité à vivre seul. Il ne préparait pas la maison pour Tatiana. Il préparait mon départ. Est-ce que Tatiana est au courant? Ai-je réussi à demander? Non, monsieur. Du moins, je ne crois pas qu'elle sache toute la vérité. Samuel lui a juste dit qu'il serait mieux pour toi d'être dans un endroit où on peut s'occuper de toi. Mais il ne lui a pas dit qu'il comptait y mettre contre ta volonté. Et toi, Ignacio, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que c'est mal, monsieur Riva. Très mal. Tu vas bien. Tu peux t'occuper de toi-même. Et c'est ta maison. Personne n'a le droit de prendre ce genre de décision à ta place. Alors pourquoi Tatiana participe à tout ça? Parce que Samuel l'a convaincu que c'est pour ton bien. Il lui a dit que vivre seul à ton âge est dangereux. Que tu pourrais tomber et que personne ne s'en rendrait compte. Que tu pourrais avoir un problème de santé et ne pas recevoir d'aide à temps. Il lui a fait peur en lui faisant croire que si quelque chose vous arrivait, ce serait sa faute à elle pour ne pas avoir insisté pour que vous déménagiez dans un endroit plus sûr. Et pour la maison, Samuel lui a dit que c'était une façon d'assurer son avenir. Mais aussi que comme ça, il pourrait vous avoir plus près, qu'il pourrait vous rendre visite plus souvent. Il ne lui a pas dit qu'il prévoit de vous mettre dans un endroit où les visites sont limitées. Comment tu sais tout ça? Parce que j'ai écouté, monsieur Riva. Au début, je croyais que c'était juste des discussions, des projets lointains. Mais après le mariage, une fois que Tatiana aura la maison, ils vont commencer à vous pousser à déménager dans un appartement. Et une fois que vous y serez, ils vont créer des situations pour prouver que vous ne pouvez plus vivre seul. Quel genre de situation? Je ne connais pas les détails, mais j'ai entendu Samuel parler d'appeler les services sociaux, de signaler des incidents qui montreraient que vous êtes un danger pour vous-même. Des incidents inventés. C'est ce que je crois, monsieur. Samuel a parlé d'oubli, de confusion, de petits accidents qu'on pourrait interpréter comme des signes que vous avez besoin de soins professionnels. Je suis resté assis en silence un long moment, en train de digérer toutes ces informations. Tout prenait sens. La clé que je leur avais donnée, les visites constantes, les changements dans ma maison, les discussions sur mon âge et mes limites. Ils ne prenaient pas soin de moi. Ils préparaient des preuves pour les utiliser contre moi. Pourquoi tu me racontes tout ça, Ignacio? Parce que ce n'est pas juste,
monsieur Riva. Et pourquoi? Parce que j'aime Tatiana, mais je ne veux pas que notre mariage commence sur un mensonge. Je ne veux pas vivre dans une maison obtenue de cette façon. Tu lui en as parlé, à Tatiana? J'ai essayé. Mais elle est tellement convaincue que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, qu'elle ne m'écoute pas. Elle croit que Samuel agit comme un bon fils en s'inquiétant pour vous. Et quand tout ça est censé commencer? Après le mariage. Samuel veut attendre que tout se calme, que vous soyez détendu après avoir vu Tatiana heureuse dans sa nouvelle maison. Ensuite, la pression commencera pour vous faire déménager dans un appartement. Et si je refuse? Alors ils commenceront à appeler les services sociaux. Samuel a fait des recherches sur les évaluations de capacité mentale pour les personnes âgées. Il a appris comment fonctionne le processus légal pour obtenir la tutelle d'une personne jugée incapable de prendre des décisions pour elle-même. La tutelle. Ce mot sonnait comme une condamnation. Oui, monsieur. S'ils arrivent à convaincre un juge que vous ne pouvez plus vivre seul, ils peuvent légalement prendre des décisions à votre place, même sur votre lieu de vie. Et sur la maison. Une fois la tutelle obtenue, ils peuvent vendre tout bien nécessaire pour financer vos soins. Bien sûr, la maison sera déjà au nom de Tatiana, donc il n'y aura plus rien à vendre. Tout le plan s'est déroulé devant moi avec une clarté effrayante. Il ne voulait pas seulement ma maison. Il voulait ma liberté, ma dignité, mon droit à décider. Il voulait me réduire à un dossier à gérer, une charge à minimiser, un obstacle à éliminer. Ignacio, lui ai-je dit en le regardant dans les yeux. Tu crois que j'ai besoin d'aller en maison de retraite? Non, monsieur, absolument pas. Vous êtes plus lucide et capable que beaucoup de gens de la moitié de votre âge. Et tu penses que Tatiana veut vraiment vivre dans la maison où sa grand-mère est morte? Honnêtement, non. Je crois qu'elle préférerait commencer dans un endroit à elle, quelque chose de nouveau. Mais Samuel l'a convaincu que c'est la seule façon pour nous d'avoir une maison. Et si je vous aidais à avoir votre propre maison, sans vous donner la mienne? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et si je pouvais vous aider à en acheter une autre? Ce serait incroyable, monsieur Riva. Mais Samuel dit que les prix sont trop élevés, qu'on n'a aucune chance d'obtenir un prêt. Laisse-moi m'en occuper. Mais j'ai besoin que tu me rendes un service. Tout ce que vous voulez, monsieur. Je veux que tu agisses comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Continue à te comporter normalement avec Samuel et Olivia. Ne leur dis pas que tu m'as tout raconté. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de temps pour préparer ma réponse. Et j'ai besoin qu'ils croient que leur plan fonctionne. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, lui ai-je dit, en sentant une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je vais me battre. Ignacio est reparti cet après-midi-là, avec la promesse de garder notre secret. Je suis resté seul dans ma cuisine, mais pour la première fois depuis des semaines, je ne me suis pas senti seul. Je me suis senti concentré, déterminé, prêt pour la bataille. Samuel et Olivia avaient commis une erreur majeure. Ils avaient sous-estimé Roré Riva. Ils croyaient que 70 ans signifiait faiblesse, confusion, manque d'options. Ils allaient découvrir à quel point ils se trompaient. Ce soir-là, j'ai sorti un carnet et j'ai commencé à faire des plans. S'ils voulaient une guerre, ils allaient l'avoir. Mais selon MES règles, pas les leurs. Après tout, on ne survit pas 70 ans sans apprendre 2 ou 3 choses sur la survie. Le lendemain de ma conversation avec Ignacio, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je ne pouvais plus rester une victime passive dans ma propre vie. Il était temps que Roré Riva se souvienne comment être stratégique, comment planifier, comment se protéger. Je n'avais pas construit une vie prospère pendant 70 ans en étant naïf. La première chose que j'ai faite, c'est appeler Pedro Navarro, mon avocat et ami de longue date. Pedro et moi nous connaissons depuis qu'on était jeunes, employés dans la même entreprise de construction. Et au fil des années, il avait géré toutes mes affaires importantes, l'achat de ma maison, mon testament, les documents de Maria quand elle est tombée malade. Roré, je suis content de t'entendre, m'a dit Pedro quand je l'ai appelé ce matin-là. Comment vas-tu depuis les funérailles de Maria? Je survis, Pedro. Mais je t'appelle car j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'urgent. Bien sûr, dis-moi. Il faut qu'on se voie aujourd'hui. Mais pas à ton bureau. Tu peux me retrouver quelque part de plus discret? Pedro a immédiatement compris le sérieux dans ma voix. Bien sûr.
Que dirais-tu du café de l'hôtel San Miguel? Là, on pourra parler tranquille. Parfait. À 14 heures, j'y serai. Je suis arrivé à l'hôtel 15 minutes en avance. C'était un lieu élégant mais discret, avec des coins calmes où on pouvait discuter sans être dérangé. Pedro est arrivé pile à l'heure, avec sa mallette en cuir usé et son regard inquiet de vieux conseiller. Roré, tu as l'air tendu. Qu'est-ce qu'il se passe? Je lui ai tout raconté. La pression de Samuel pour que je donne la maison à Tatiana. Les visites constantes, les changements non autorisés chez moi. Et enfin la révélation d'Ignacio sur leur projet de m'envoyer en maison de retraite. Pedro a écouté sans m'interrompre, prenant quelques notes dans un petit carnet. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à sa chaise et a sifflé doucement. Roré, c'est grave. Très grave. Je sais. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Ok, d'abord les bases. Tu as signé un document récemment? Un pouvoir? Un changement de testament? Non, rien. Parfait. Est-ce que Samuel a accès à tes comptes bancaires? Non. Mais il a une clé de la maison. On va changer les serrures aujourd'hui même. Et je veux que tu ouvres un nouveau compte dans une autre banque. Un compte que Samuel ne connaît pas. Pourquoi? Parce que s'ils essaient de demander la tutelle, la première chose qu'ils feront, ce sera de fouiller dans tes finances. Tu dois avoir des ressources que personne ne peut tracer facilement. Tu crois vraiment qu'ils iront jusque-là? Roré, d'après ce que tu m'as dit, ton fils suit un plan précis pour prendre le contrôle de tes biens. Et oui, la tutelle est une possibilité bien réelle. Surtout s'ils arrivent à fournir des preuves que tu ne peux plus te gérer seul. Quel genre de preuves? Des rapports médicaux, des incidents documentés, des témoignages de proches inquiets. C'est plus facile qu'on ne le croit, surtout quand la personne âgée n'a pas d'avocat. Alors qu'est-ce que tu proposes? Pedro a souri pour la première fois depuis le début de notre conversation. Je propose qu'on leur rende l'appareil. Comment ça? On va documenter tout ce qui se passe. On va créer un dossier légal sur leurs tentatives de manipulation et de pression. Et si ça va jusqu'au tribunal, tu auras une position beaucoup plus solide que la leur. Pendant l'heure suivante, Pedro m'expliqua son plan. D'abord, il allait installer des caméras de sécurité discrètes dans ma maison pour enregistrer les entrées non autorisées. Ensuite, j'allais commencer à enregistrer toutes mes conversations avec Samuel et Olivia. Troisièmement, j'allais passer un examen médical et psychologique complet pour prouver officiellement que j'étais mentalement apte. Mais Roré, m'avertit Pedro, ça veut dire que tu vas devoir faire comme si rien n'avait changé. Tu ne dois pas montrer que tu sais ce qu'il prépare. Je comprends. Tu peux le faire? Faire semblant d'être la victime fragile qu'il pense que tu es? Pedro, je fais semblant d'être plus faible que je ne le suis depuis des mois. Un peu plus ne me tuera pas. Parfait. Alors on commence demain. Le samedi matin, Pedro est arrivé chez moi avec un technicien. Il installa de petites caméras dans des endroits stratégiques, le salon, la cuisine, et mon bureau. Elles étaient si petites qu'on ne les voyait presque pas, mais elles enregistraient tout ce qui se passait dans ces pièces. Le système est connecté à ton téléphone, m'expliqua le technicien. Tu peux voir les vidéos en direct, et tout est automatiquement enregistré dans le cloud. Samuel pourra les remarquer? Très peu probable, répondit le technicien, sauf s'il sait exactement quoi chercher et où. Le lundi, je suis allé chez le docteur Ramirez, mon médecin habituel, pour un examen complet. Je lui ai expliqué la situation sans entrer dans les détails, en disant simplement que j'avais besoin d'un certificat officiel sur ma santé pour des affaires familiales. Roré, tu es en excellente forme pour un homme de ton âge, m'a-t-il dit après l'examen. Ta tension est bonne, tes réflexes sont normaux, ta mémoire est parfaite. Je ne vois aucune raison médicale pour laquelle tu ne pourrais pas vivre seul pendant de nombreuses années encore. Tu pourrais mettre ça par écrit? Bien sûr. Le mercredi, j'ai rencontré la docteure Sanchez, une psychologue recommandée par Pedro. Après 2 heures de tests et d'entretien, son verdict fut tout aussi rassurant. Monsieur Riva, vous êtes mentalement tout à fait apte. Votre jugement, votre mémoire, votre raisonnement sont tout à fait normaux pour votre âge. En fait, vos résultats dépassent même la moyenne dans plusieurs domaines. Tu peux l'écrire aussi? Absolument. Je vais rédiger un rapport complet.
Pendant ce temps, Samuel et Olivia continuaient leur visite régulière, sans se douter que chaque entrée, chaque mot, chaque tentative de manipulation était enregistrée. La première vidéo importante arriva jeudi, quand Samuel entra avec un air particulièrement sérieux. « Papa, il faut qu'on parle de ta sécurité. »« Ma sécurité ? » ?»« Oui. Hier, Olivia a vu que tu avais laissé la cuisinière allumée en sortant te promener. » C'était un mensonge. Je n'avais jamais laissé la cuisinière allumée, et en plus, j'étais resté chez moi toute la journée précédente. Mais j'ai décidé de jouer le jeu. Ah bon ? Je ne m'en suis même pas rendu compte. Papa, c'est exactement ce qu'on dit depuis le début. De petits oublis comme ça peuvent être très dangereux. Tu as raison, mon fils. Je vais faire plus attention. Peut-être qu'on devrait envisager d'engager quelqu'un pour vérifier ça chaque jour. Une infirmière, par exemple. Pas forcément une infirmière. Juste quelqu'un pour t'aider dans les tâches du quotidien, pour s'assurer que tout va bien. Je ne pense pas que ce soit encore nécessaire. Papa, mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand on vit seul dans une maison aussi grande. La conversation a duré une demi-heure. Samuel a soigneusement noté ce soi-disant incident avec la cuisinière et insistait de plus en plus sur le besoin d'une surveillance quotidienne. Ce soir-là, en regardant l'enregistrement avec Pedro, on est resté silencieux un moment après la fin. « Roré, dit Pedro, ils sont en train de fabriquer de fausses preuves contre toi. » Je sais. C'est considéré comme de l'abus, de la manipulation financière, voire de la fraude. Ça nous aide plus que tu ne l'imagines. Avec ces enregistrements, s'ils essaient d'obtenir la tutelle ou toute autre action légale, on pourra non seulement te défendre, mais aussi porter plainte contre eux. Tu le ferais vraiment, Roré ? Ils essaient de me voler ma liberté et ma dignité. Ce n'est pas juste un conflit familial. C'est une attaque organisée contre mon autonomie. Tu penses qu'on doit attendre combien de temps avant d'agir ? Jusqu'après le mariage. Laisse-les croire que leur plan fonctionne. Plus on collecte de preuves, plus notre dossier sera solide. Et Tatiana ? Tatiana est innocente, d'après ce que tu m'as raconté. Quand viendra le moment de lui dire la vérité, elle choisira le bon camp. J'espère que tu as raison. Je l'ai, Roré. Et une dernière chose, je veux que tu tiennes un journal de tout ce qui se passe. Date, heure, conversations exactes. Ce sera une preuve en plus. Ce soir-là, j'ai commencé mon journal. La première ligne était simple. Jour 1 de l'opération pour reprendre ma vie. Samuel et Olivia ne savent pas que je sais. Ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire. Pour la première fois depuis des mois, je me suis endormi en me sentant maître de mon destin. La bataille ne faisait que commencer, mais j'avais enfin des armes pour me défendre. Les jours suivants ont été une épreuve émotionnelle comme je n'en avais jamais vécu. Faire semblant d'être vulnérable, tout en notant chaque manipulation, chaque mensonge, chaque tentative de m'affaiblir, me demandait un effort énorme. Mais chaque nouvel enregistrement, chaque page ajoutée à mon journal renforçait ma détermination. Le vendredi matin, Samuel est arrivé avec des nouvelles que je redoutais, mais qui m'ont tout de même frappé comme un coup de poing. « Papa, j'ai une bonne nouvelle », dit-il avec ce sourire faux qu'il avait bien appris à maîtriser. « J'ai trouvé l'appartement parfait pour toi. » « Un appartement ? » ?»« Oui, à seulement 10 minutes de chez nous. C'est un très bel endroit, spécialement conçu pour les personnes de ton âge. Il y a des services d'urgence 24h24, un restaurant commun, des activités organisées. Samuel, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas déménager. Je sais, papa, mais après ce qui s'est passé avec la cuisinière la semaine dernière, Olivia et moi, on s'inquiète. En plus, on en a parlé avec Tatiana, et elle aussi s'inquiète pour ta sécurité. Tatiana s'inquiète ? Beaucoup. En fait, c'est elle qui a suggéré qu'on cherche des solutions plus sûres pour toi. Encore un mensonge. Je savais par Ignacio que Tatiana n'était pas au courant des détails du plan. Mais Samuel utilisait son nom pour me manipuler, pour me faire croire que ma propre petite fille voulait me voir partir. Je ne suis pas prêt à déménager, ai-je répété avec une voix faible et hésitante. Papa, tu n'as pas besoin de décider maintenant. Viens juste voir l'endroit avec moi. Qu'est-ce que ça coûte ? Je suppose que je peux venir voir. Parfait. On peut y aller cet après-midi.
L'appartement parfait était exactement ce que je craignais. Une résidence assistée où l'indépendance était une illusion bien présentée. Les résidents avaient leur propre petit espace, mais il y avait du personnel soignant, des repas à heure fixe, et une ambiance générale qui criait « Voilà où les familles mettent les vieux quand ils n'en veulent plus chez eux ». Comme tu peux le voir, papa, c'est très sécurisé. M'expliquait Samuel pendant qu'on faisait le tour. Il y a quelqu'un disponible 24h24 si tu as besoin d'aide, mais tu gardes ton intimité. C'est petit, ai-je dit en regardant l'appartement témoin. Mais c'est parfait pour une personne. Regarde, il y a une petite cuisine, donc tu peux encore cuisiner si tu veux, même si les repas ici sont excellents, d'après ce qu'on m'a dit. Combien ça coûte? C'est un investissement pour ta sécurité et ton bien-être. On pourra parler des détails plus tard. Mais j'avais déjà vu les prix sur le dépliant. C'était cher, très cher. Assez pour vider mes économies en quelques années. Surtout si Samuel avait accès à mes finances. Samuel, je ne pense pas pouvoir me le permettre. Papa, ne t'inquiète pas pour l'argent. La famille s'occupe de la famille. Une fois que Tatiana sera bien installée dans la maison, on pourra t'aider pour les frais. C'était la confirmation finale que le plan était exactement ce qu'Ignacio m'avait décrit. D'abord la maison pour Tatiana. Ensuite l'appartement coûteux pour moi. Puis le contrôle total de mes finances, une fois que mon argent serait parti. C'est beaucoup à digérer, dis-je en feignant d'être dépassé. Je sais, papa, mais réfléchis. Ici tu serais en sécurité. Tu aurais de la compagnie et nous pourrions venir te voir sans avoir peur qu'il t'arrive quelque chose. Ce soir-là, après que Samuel soit parti, j'ai revu les enregistrements de la journée avec Pedro. Mon téléphone avait enregistré toute la conversation dans l'appartement, y compris la partie où Samuel disait à l'administratrice qu'il devrait sûrement s'occuper des finances parce que je commençais à montrer des signes de confusion. Roré, c'est une preuve claire de manipulation financière, m'a dit Pedro après avoir écouté les enregistrements. Il te présente comme incompétent pour justifier de prendre le contrôle de tes décisions. Et maintenant? On attend. Laisse-les croire qu'ils gagnent. Mais en attendant, j'ai besoin que tu fasses autre chose. Quoi? Je veux que tu ailles voir un agent immobilier. Pas pour vendre ta maison, mais pour obtenir une estimation officielle à jour. Pourquoi? Parce que si ça finit devant les tribunaux, on doit prouver exactement la valeur de ce qu'ils essaient de te voler. Le lundi suivant, j'ai rencontré discrètement Renato Marquez, un agent que Pedro m'avait recommandé. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une évaluation pour une affaire familiale, sans entrer dans les détails. Monsieur Riva, votre maison est en excellent état, m'a-t-il dit après avoir inspecté chaque pièce. Le marché a beaucoup augmenté ces dernières années. J'estime sa valeur actuelle à environ 450 000 $. 450 000. Oui, monsieur. C'est une propriété très recherchée, bien située. C'était même plus que ce que Samuel avait dit à Tatiana. C'était une somme qui représentait toute ma vie de travail, tous mes sacrifices, toutes les décisions financières prudentes que Maria et moi avions prises pendant des décennies. Pendant que Renato préparait le rapport officiel, je poursuivais ma comédie quotidienne. Samuel augmentait la fréquence de ses visites, notant soigneusement chaque petite erreur qu'il pouvait utiliser comme preuve de mon prétendu déclin mental. « Papa, hier tu as laissé la porte d'entrée ouverte », m'a-t-il dit mercredi. Pourtant, je savais que j'avais bien fermé toutes les serrures avant d'aller me coucher. Vraiment? Je ne m'en souviens pas. Oui, quand je suis venu ce matin, j'ai pu entrer directement. C'est très dangereux. Je ferai plus attention. Papa, ce n'est pas qu'une question d'attention. C'est que parfois on oublie les choses. C'est normal à ton âge. Chacune de ces conversations était enregistrée, archivée, ajoutée à notre dossier de preuves grandissant. Pedro m'avait expliqué qu'on construisait un dossier non seulement pour ma défense, mais aussi pour potentiellement poursuivre Samuel et Olivia. Le jeudi, une semaine avant le mariage, Samuel arriva avec Olivia et une pochette pleine de documents. « Papa, on a beaucoup réfléchi à ta situation », commença Samuel, et on pense que ce serait mieux si on signait certains documents maintenant, avant le mariage. Comme ça, tu n'aurais pas à te soucier de ça pendant cette période heureuse. Quels documents? Principalement le transfert de la maison à Tatiana, et aussi une procuration pour qu'on puisse t'aider financièrement si besoin. Une procuration? Oui,
papa, c'est juste une précaution. Si jamais tu tombes malade ou que tu as un souci, on pourrait prendre des décisions importantes pour toi sans devoir passer par des procédures légales. Je ne suis pas sûr. Papa, c'est la chose responsable à faire. Regarde ce qui est arrivé à Don Miguel, le voisin. Quand il a eu son AVC, sa famille n'a pas pu accéder à ses comptes pendant des mois parce qu'il n'avait pas de procuration. Ils ont failli perdre la maison. Je peux y réfléchir, papa. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir. C'est juste mettre par écrit ce qu'on a déjà discuté. La maison pour Tatiana, et une protection pour toi en cas d'urgence. Olivia prit enfin la parole. Roré, on sait que c'est dur pour toi, mais on essaie de te protéger. À ton âge, des gens mal intentionnés pourraient profiter de toi. L'ironie était si énorme que j'en avais presque le souffle coupé. Les gens sans scrupules étaient assis dans mon salon, en train d'essayer de me convaincre de signer des papiers qui me dépouilleraient de tout contrôle sur ma propre vie. Laissez-moi lire les documents, dis-je finalement. Bien sûr, papa. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais pendant que je lisais, Samuel continuait à faire pression. C'est important qu'on fasse ça avant le mariage, papa. Tatiana sera tellement heureuse d'apprendre qu'elle a une maison assurée pour commencer sa nouvelle vie. Mais elle sait qu'on va faire ça? Bien sûr. Elle est impatiente que ce soit réglé. Encore un mensonge. Selon Ignacio, Tatiana ne savait rien des documents légaux spécifiques. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je répété. Papa, qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? On en parle depuis des semaines. C'est une grande décision, Samuel. Oui, mais c'est la bonne décision. Et franchement, papa, je ne comprends pas pourquoi tu hésites. Tu ne fais pas confiance à ta propre famille? Ce n'est pas une question de confiance. Alors c'est quoi? Je suis resté silencieux un instant, feignant la confusion, le doute. En réalité, je calculais. Le mariage était dans une semaine. Pedro m'avait dit d'attendre jusqu'après pour agir. Mais si je signais ces papiers maintenant, il serait peut-être trop tard. Donnez-moi jusqu'après le mariage, dis-je enfin. Je veux que Tatiana profite de son jour sans se soucier de documents légaux. Samuel échangea un regard avec Olivia. Je voyais bien qu'ils étaient frustrés, mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas trop me pousser sans se trahir. D'accord, papa, dit-il enfin. Mais juste après le mariage, il faudra régler ça. D'accord, ai-je répondu. Ce soir-là, après leur départ, j'appelai Pedro pour lui parler des papiers. Roré, ne signe rien, m'a-t-il dit tout de suite. Ces documents te réduiraient à l'équivalent légal d'un enfant. Tu perdrais tout pouvoir sur ta vie et tes biens. Je sais. C'est pour ça que j'ai demandé à attendre après le mariage. Bien. Parce qu'après le mariage, on va leur réserver une surprise qu'ils n'oublieront jamais. Quel genre de surprise? Le genre qui leur fera comprendre que Roré Riva n'est pas la proie facile qu'ils pensaient. Il restait une semaine avant le mariage. Une semaine avant que tout atteigne son point culminant. Une semaine pour que Roré Riva prouve que 70 ans de vie lui avaient appris plus sur la survie que Samuel et Olivia n'en sauraient jamais. Le compte à rebours avait commencé. Le jour du mariage se leva sous un ciel clair, avec une brise légère qui faisait bouger les fleurs du jardin de la salle de réception. Ça aurait dû être un jour de pure joie, en voyant ma petite fille Tatiana marcher vers l'autel dans la robe qu'elle avait choisie avec tant de soin. Mais je savais que, ce jour-là, cette célébration deviendrait le théâtre de l'affrontement le plus important de ma vie. Pedro et moi avions tout préparé pendant la semaine précédente. Toutes les vidéos étaient triées, tous les documents légaux étaient prêts, et j'avais une copie de tout rangé en lieu sûr. Plus important encore, nous avions discrètement contacté Ignacio pour qu'il soit prêt à témoigner au moment crucial. La cérémonie fut magnifique. Tatiana rayonnait, et Ignacio ne pouvait cacher son bonheur. Pendant un instant, en les voyant échanger leurs vœux, j'ai presque oublié la tempête à venir. J'ai failli laisser le grand-père fier en moi prendre totalement le dessus. Mais ensuite, j'ai vu Samuel et Olivia au premier rang, avec leur sourire satisfait. Je me suis rappelé que pour eux, ce mariage n'était pas qu'une célébration de l'amour. C'était le premier pas dans l'exécution finale de leur plan. Pendant le cocktail, Samuel s'est approché de moi avec ce sourire que j'avais appris à craindre. Papa, après la fête, on pourrait parler de ces papiers que tu as lus la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est le mariage de Tatiana. Justement.
Ce serait le cadeau parfait pour elle. Imagine sa tête quand elle saura que la maison est officiellement à elle. Samuel, ça peut attendre demain? Papa, on a déjà assez attendu. J'ai les papiers dans la voiture. Ça ne prendra que quelques minutes. Tu as apporté des documents légaux au mariage de ta propre fille? C'est juste par précaution. On ne sait jamais quand une occasion parfaite se présente. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus attendre. Samuel était si désespéré de refermer son piège qu'il était prêt à gâcher le mariage de sa propre fille pour y parvenir. C'était le moment d'agir. D'accord, Samuel, lui ai-je dit d'une voix qui paraissait plus faible et résignée que ce que je ressentais vraiment. Si c'est si important pour toi, on peut le faire après le dîner. Excellent. Je savais que tu comprendrais. Pendant le dîner, j'ai observé ma famille depuis ma place à la table principale. Tatiana et Ignacio rayonnaient de bonheur, totalement inconscients du drame qui allait éclater. Samuel et Olivia échangeaient des regards satisfaits, pensant qu'ils avaient enfin brisé ma résistance. Les autres invités profitaient de la fête sans savoir que, avant la fin de la soirée, ils seraient témoins d'une révélation inattendue. Après les toasts traditionnels, Samuel se leva et demanda le silence. Famille et amis, avant que cette soirée parfaite se termine, mon père a quelque chose de très spécial à annoncer. Je me suis levé lentement, en simulant la fragilité que Samuel espérait voir. C'est vrai, dis-je, la voix légèrement tremblante. J'ai quelque chose de très important à dire. Papa a décidé d'offrir la maison familiale à Tatiana et Ignacio comme cadeau de mariage, annonça Samuel, incapable de cacher sa fierté. Un murmure de surprise parcourut la salle. Tatiana me regarda avec de grands yeux, visiblement choquée par cette annonce publique. Mon trésor, tu n'avais pas besoin de... Ah, attends, ma petite, dis-je en levant une main. Laisse-moi d'abord raconter toute l'histoire. Samuel fronça les sourcils. Ce n'était pas prévu dans son scénario. Pendant les semaines passées, je projetais ma voix pour que tout le monde entende. Mon fils Samuel s'est beaucoup inquiété pour mon bien-être. Il est venu souvent chez moi pour vérifier que j'allais bien. Papa, on devrait peut-être faire ça en privé. Non, Samuel, je pense que toute la famille mérite d'entendre ça. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai connecté au système de son de la salle. Pedro m'avait montré comment faire lors de nos répétitions. En fait, Samuel s'est tellement préoccupé de moi qu'il a soigneusement documenté chacun de mes petits oublis, comme quand j'aurais laissé le gaz allumé. J'ai lancé l'enregistrement où Samuel inventait l'histoire du gaz. Sa voix résonna dans toute la salle, claire et reconnaissable, décrivant un événement qui n'avait jamais eu lieu. Le visage de Samuel perdit toute couleur. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis la vérité, mon fils. Quelque chose qui semble étrange pour toi. J'ai lancé un autre enregistrement, celui où Samuel parlait à Olivia de ses plans pour m'envoyer en maison de retraite après avoir pris la maison. Le silence tomba sur la salle. Tatiana s'était levée, le visage entre le choc et l'horreur. « Papa, c'est vrai ?» Tatiana, laisse-moi expliquer. Non, ma voix s'éleva, et pour la première fois depuis des mois, je laissai ma vraie force s'exprimer. Tu as eu ta chance d'expliquer, Samuel. Maintenant, c'est mon tour. J'ai passé l'enregistrement où Samuel parlait d'obtenir ma tutelle, suivi de la discussion sur l'appartement cher qui aurait vidé mes économies. Je fis le tour de la table pour me tenir face à lui. Tu as monté un dossier pour prouver que je suis incompétent. Tu as inventé des histoires. Tu as manipulé les choses. Tu as utilisé ta propre fille comme un pion dans ton plan pour me voler ma maison et ma liberté. Papa, tu ne comprends pas. Tout ce qu'on a fait, c'était pour ton bien. Pour mon bien? Je sortis un document de ma poche. Voilà une évaluation médicale complète que j'ai faite la semaine dernière. Le docteur Ramirez, mon médecin depuis 20 ans, certifie que je suis en parfaite santé physique et mentale. Et là, c'est une évaluation psychologique qui confirme que je suis totalement apte à prendre mes décisions. Samuel essaya de parler, mais je l'interrompis. Et ça, ajoutai-je en sortant un autre document, c'est une estimation officielle de ma maison, 450 000 $. Pas 400 000, comme tu l'as dit à Tatiana. Papy, dit-elle en s'approchant de moi, les larmes aux yeux. Je ne savais rien de tout ça. Papa m'a dit que tu étais d'accord, que tu voulais qu'on ait la maison. Je sais, ma petite.
tu es innocente dans tout ça. C'est alors qu'Ignacio se leva. Monsieur Riva, je crois que c'est le moment pour moi de dire quelque chose aussi. Samuel se retourna vers lui, paniqué. Ignacio, non. Famille et amis, dit Ignacio d'une voix claire et ferme. Il faut que vous sachiez que c'est moi qui ai averti Monsieur Riva des plans de Samuel et Olivia. Je les ai entendus dire qu'ils allaient utiliser Tatiana pour obtenir la maison, puis faire interner son grand-père contre sa volonté. C'est un mensonge. Cria Samuel, mais sa voix trahissait sa panique. Un mensonge? Demandai-je. Alors explique-moi pourquoi tu as apporté des documents de procuration au mariage de ta fille. Et explique pourquoi tu entrais chez moi sans permission pour soi-disant documenter des problèmes de sécurité. Samuel regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais les visages l'entourant étaient pleins de dégoût et de déception. Même ses proches le regardaient comme un inconnu. « Papa, dit Tatiana la voix brisée, tu voulais vraiment mettre papy à la porte de chez lui? Tatiana, tu ne comprends pas. Il ne peut plus s'occuper de lui-même. C'est dangereux. Ça suffit, dit Tatiana, sa voix claquant comme un fouet. J'en ai assez entendu pour ce soir. Elle se tourna vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Papy, je suis désolé. Si j'avais su. Tu n'as rien à te faire pardonner, mon amour. Si, j'ai insisté pour que tu nous donnes la maison. J'ai cru au mensonge de papa. Tatiana, dis-je en prenant ses mains. Je veux vous aider, toi et Ignacio, à avoir votre propre maison. Une maison vraiment à vous, pas une obtenue par la manipulation et le mensonge. Que veux-tu dire? Je sortis un dernier document. Voici un chèque de 50 000 $. C'est assez pour l'acompte d'une belle maison que vous pourrez choisir vous-même. Une maison où vous commencerez votre vie avec dignité et honneur. Tatiana se couvrit la bouche en sanglotant. Ignacio la prit dans ses bras, tous deux submergés par l'émotion. Mais il y a une condition, ajoutai-je. Cet argent vient avec une leçon. Ne laissez jamais personne, même pas la famille, vous manipuler ou vous utiliser pour faire du mal à autrui. Le véritable amour ne demande jamais de sacrifier votre intégrité. Samuel tenta une dernière attaque désespérée. Papa, c'est absurde. Tu es manipulé par cet avocat. Tu ne peux pas donner 50 000 $ comme ça. Je ne peux pas? Dis-je en me tournant vers lui avec un sourire froid. Samuel, j'ai 70 ans, pas 7. Je gère mes finances depuis bien avant ta naissance. Et contrairement à toi, je sais faire la différence entre générosité et manipulation. Ce n'est pas fini. Cria Samuel. On va contester ça. On va prouver que tu n'as plus toute ta tête. Et c'est, lui dis-je calmement. Mais je te préviens, j'ai des enregistrements de tous tes mensonges, des preuves de toutes tes manipulations, et des certificats médicaux qui confirment ma santé mentale. Et j'ai un excellent avocat, prêt à déposer plainte pour abus sur personnes âgées et tentative de fraude. Samuel pâlit. Des accusations criminelles. Tout dépend de toi, Samuel. Si tu me laisses tranquille, si tu arrêtes d'essayer de contrôler ma vie, ça restera une affaire de famille. Mais si tu continues tes manigances, Pedro est prêt à te traîner devant les tribunaux. Je voulais juste aider. Non, dis-je, ressentant enfin tout le poids des mois de manipulation et de douleur. Tu voulais voler, m'utiliser, te débarrasser de moi comme d'un problème gênant. Samuel saisit son assiette de gâteau et, dans un accès de rage incontrôlable, la jeta contre mon front. La porcelaine se brisa, le glaçage au chocolat coula sur mon visage, et pendant un instant, le silence régna. Puis, lentement, je m'essuyai le visage avec une serviette, gardant toute ma dignité, et je regardai mon fils droit dans les yeux. Voilà, famille et amis, dis-je d'une voix calme, qui est vraiment Samuel Riva quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Samuel comprit immédiatement ce qu'il venait de faire. Il avait révélé sa vraie nature devant 200 témoins. Son masque était tombé. Papa, je suis désolé. Il est trop tard pour les excuses, Samuel. Tu vas partir maintenant et tu ne me recontactes pas tant que tu n'auras pas appris à traiter ton père avec le respect qu'il mérite. Samuel et Olivia sont partis ce soir-là, en silence, humiliés et démasqués. La suite de la fête a continué, mais l'ambiance avait changé. La famille avait vu ce qui se passait vraiment. Et leur soutien envers moi était unanime. Tatiana et Ignacio me remercièrent les larmes aux yeux,
promettant d'utiliser l'argent avec sagesse. Et de ne jamais oublier la leçon apprise ce soir-là. Alors que je conduisais chez moi ce soir-là. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. Roré Riva n'était pas une victime, c'était un survivant. Et il avait gagné la bataille la plus importante de sa vie. Les jours qui suivirent le mariage furent comme un réveil après un cauchemar qui avait duré des mois. La maison, que je voyais comme une prison sous la surveillance constante de Samuel et Olivia, était redevenue mon foyer. Le lendemain, j'ai changé toutes les serrures. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pu marcher dans mes propres pièces sans avoir l'impression d'être observé ou jugé. Lundi matin, Pedro est venu me rendre visite pour discuter des prochaines étapes juridiques. Roré, la vidéo de Samuel t'attaquant est devenue virale sur les réseaux sociaux. M'a-t-il dit avec un sourire. Quelqu'un l'a filmé avec son téléphone et l'a posté. Les gens sont choqués par ce qu'il t'a fait. Ce n'était pas mon intention de l'humilier publiquement à ce point. Roré, c'est lui qui s'est humilié tout seul. Toi, tu as simplement défendu ta dignité. Et maintenant toute la ville sait quel genre d'homme il est vraiment. C'était vrai. Durant les jours suivants, j'ai reçu des appels et des visites de gens que je n'avais pas vus depuis des années. Tous exprimant leur soutien et leur indignation face à ce qui s'était passé. Des voisins que je connaissais à peine s'arrêtaient pour discuter lorsque je sortais marcher. Le boucher du marché m'a offert une réduction spéciale, pour l'homme qui a appris à son fils le respect. Mais la visite qui m'a le plus touché est arrivée le mercredi après-midi. Tatiana et Ignacio sont apparus à ma porte, l'air à la fois nerveux et déterminé. « Papy, est-ce qu'on peut te parler ?» demanda Tatiana. « Bien sûr, ma fille, entrez. » On s'est installé au salon. Dans le même endroit où Samuel avait essayé de me forcer à signer les papiers qui m'auraient privé de tout contrôle sur ma vie. Mais maintenant, l'atmosphère était complètement différente. « Papy, commença Tatiana. Ignacio et moi avons parlé, on ne peut pas accepter ton chèque. » « Pourquoi pas ? » « Parce que ce serait comme accepter de l'argent né du mal que nous t'avons causé, dit Ignacio. On t'a mis la pression, même si on ne connaissait pas toute la vérité. Mes enfants, vous avez été manipulés tout autant que moi. Peut-être, dit Tatiana, mais on a quand même participé. Et on veut gagner notre maison à la sueur de notre front. En plus, ajouta Ignacio. On ne veut pas commencer notre mariage avec de l'argent issu d'une situation aussi douloureuse. Je les regardais tous les deux, remplis d'une profonde fierté pour leur intégrité. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? On veut travailler pour toi, dit Tatiana. Tu gardes ta maison, évidemment. Mais on pourrait t'aider pour l'entretien, le jardinage, tout ce que tu veux. Et tu nous paierais un salaire juste. Et avec cet argent, ajouta Ignacio, on économiserait pour acheter notre propre maison. Ça prendra plus de temps, mais ce serait honnête. C'est une proposition intéressante, dis-je, même si j'avais déjà pris ma décision. Mais j'ai une contre-proposition. Laquelle ? D'accord pour que vous travailliez pour moi. Mais pas ici, pas dans ma maison. Je veux que vous gériez un projet spécial que j'ai en tête. Quel genre de projet ? J'aimerais acheter une maison à rénover et revendre. Vous seriez responsable de la gestion, de la supervision des travaux. Et de la vente. Ce serait votre affaire. Avec mon capital de départ. Leurs yeux s'illuminèrent. Tu es sérieux ? Très sérieux. Je pensais investir dans l'immobilier depuis longtemps. Mais je n'avais jamais trouvé les bonnes personnes pour gérer un tel projet. Vous seriez associé minoritaire au début. Mais vous pourriez racheter mes parts petit à petit. Papy, ce serait incroyable, dit Tatiana, les yeux pleins de larmes. Mais il y a des conditions, ajoutai-je avec un sourire. Premièrement, vous ferez ça correctement, avec des contrats légaux. Tout clair et transparent. Deuxièmement, vous tiendrez des comptes précis de chaque centime entrant et sortant. Troisièmement, vous me ferez un rapport mensuel de vos progrès. Bien sûr, répondit immédiatement Ignacio. Et quatrièmement, vous viendrez dîner avec moi tous les dimanches pour me raconter où vous en êtes. C'est la condition la plus facile à respecter, dit Tatiana en me serrant dans ses bras. Pendant les semaines suivantes, on a commencé à chercher des maisons. Pedro nous a aidés pour tout l'aspect légal. En s'assurant que tout soit parfaitement documenté. On a trouvé une petite maison dans un quartier en plein développement. Avec du potentiel,
mais à rénover entièrement. Pendant ce temps, ma vie quotidienne s'était transformée. Sans la pression constante et la surveillance de Samuel. J'ai redécouvert des plaisirs simples que j'avais oubliés. Je me suis remis à lire le soir, sans craindre que quelqu'un débarque à l'improviste. J'ai recommencé à jardiner, plantant de nouvelles roses à côté de celles de Maria. Je me suis même inscrit à un cours de peinture au centre communautaire. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire, sans jamais trouver le temps. Mais la liberté la plus précieuse était émotionnelle. Je n'avais plus besoin de faire semblant d'être plus faible que je ne l'étais. Je n'avais plus à jouer la confusion ou à prétendre avoir besoin d'aide. Je pouvais simplement être Roré Riva. Un homme de 70 ans, sain d'esprit, en bonne santé. Et avec encore de nombreuses années utiles devant lui. Un mois après le mariage, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Samuel. « Papa, on peut parler ? » ?»« Ça dépend de ce dont tu veux parler, Samuel. »« Je veux m'excuser. »« Vraiment. »« Et t'excuser de quoi, exactement ? » ?»« De tout. De t'avoir traité comme si tu étais incapable. De vouloir te prendre ta maison. De t'avoir frappé au mariage. D'avoir oublié qui tu es vraiment, et qui je suis vraiment. Samuel, tu es mon père. Tu es celui qui a travaillé jour et nuit pour me donner une bonne éducation. Celui qui m'a appris à conduire. Qui m'a accompagné à mes matchs de foot. Qui était là à la naissance de Tatiana. Il y avait des larmes dans sa voix. Et pendant un instant, j'ai reconnu le garçon que j'avais élevé avec amour et espoir. Samuel, tu sais ce qui m'a le plus blessé dans tout ça ? Quoi ? Ce ne sont pas les mensonges, ni même ta tentative de me voler ma maison. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que tu as cessé de me voir comme ton père. Tu m'as vu comme un problème à régler. Tu as raison. Et je ne sais pas comment réparer ça. Commence par te rappeler que j'ai 70 ans, pas 7. Que j'ai assez vécu pour savoir ce qui est bon pour moi. Que je mérite du respect, pas de la condescendance. Est-ce qu'il y a une chance de reconstruire notre relation ? Samuel, tu es mon fils. Il y aura toujours une chance. Mais ce sera à mes conditions, pas aux tiennes. Quelles sont tes conditions ? Le respect, honnêteté, et la compréhension que ma maison est ma maison. Mes décisions sont mes décisions. Et ma vie est ma vie. J'accepte. Et une dernière chose, Samuel. Si un jour, tu essaies encore de me manipuler ou de me contrôler, il n'y aura pas de deuxième chance. Tu comprends ? Je comprends. La réconciliation avec Samuel a été lente et prudente. On a commencé par de courts appels téléphoniques, une fois par semaine. Puis, on est passé à de brèves visites. Et enfin à des dîners de temps en temps. Mais la dynamique avait changé à jamais. Je n'étais plus le père fragile cherchant de l'attention. J'étais le patriarche de la famille, posant des limites claires et exigeant le respect. Olivia a mis plus de temps à accepter cette nouvelle réalité. Quand elle est finalement venue s'excuser, il était clair qu'elle le faisait plus par pression sociale que par vrai remords. Mais j'ai accepté ses excuses avec la même grâce que celle de Samuel. Tout en gardant une distance émotionnelle appropriée. 6 mois après le mariage, Tatiana et Ignacio avaient vendu leur première maison rénovée avec un bon bénéfice. Ils étaient rayonnants de fierté. Et moi, je l'étais tout autant. Ils avaient prouvé qu'ils pouvaient gérer une entreprise avec intégrité et compétence. « Papy », m'a dit Tatiana pendant l'un de nos dîners du dimanche. « Je ne pourrai jamais assez te remercier d'avoir cru en nous. Ma petite, tout ce que j'ai fait, c'est vous donner l'opportunité de montrer ce que vous aviez déjà en vous. Tu as fait bien plus que ça. Tu nous as appris qu'on peut réussir sans sacrifier notre intégrité. Tu nous as appris que la vraie famille soutient, elle ne manipule pas. » Ce soir-là, assis dans mon fauteuil préféré, regardant les photos de famille sur la cheminée, je me suis rendu compte que j'avais gagné plus qu'une bataille contre la manipulation. J'avais redécouvert ma force, ma valeur, et mon droit à vivre avec dignité. Maria était absente de ma vie depuis plus d'1 an. Mais pour la première fois depuis sa mort, je sentais que je pouvais avancer sans trahir sa mémoire. Je pouvais être heureux de nouveau. Je pouvais construire de nouvelles relations. Je pouvais continuer à grandir et à apprendre. Roré Riva, à 70 ans, n'était pas à la fin d'une histoire.
mais au début d'un nouveau chapitre. Un chapitre écrit selon ses propres règles. Avec sa propre voix et sa dignité intacte. La vie, après tout, n'était pas terminée. Elle venait juste de recommencer. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit qui a tout changé. Pendant que j'écris ces mots, assis dans mon bureau avec une tasse de café chaud. Et les premières lumières de l'aube filtrant par la fenêtre. Je peux affirmer avec certitude que mes 70 ans n'étaient pas la fin de mon histoire. Mais le début du chapitre le plus authentique de ma vie. La maison est toujours à moi, bien sûr. Chaque matin quand je me réveille, je ressens une grande gratitude d'avoir lutté pour la garder. Pas parce que les murs ou le toit sont irremplaçables. Mais parce qu'ils représentent quelque chose de fondamental. Mon droit de décider où et comment vivre mes dernières années. Les roses de Maria fleurissent chaque printemps, plus belles que jamais. Comme si elles avaient absorbé toute l'énergie que j'ai mise à les défendre. Tatiana et Ignacio ont prospéré bien plus que ce qu'on aurait imaginé. Leur entreprise de rénovation de maisons s'est développée. Ils gèrent maintenant 3 propriétés en même temps. Et ont embauché 2 employés. Plus important encore, ils ont acheté leur propre maison. Une belle maison à 2 étages avec un jardin. Où ils prévoient d'élever leurs enfants. Ils l'ont achetée avec leur propre travail. Leur propre effort. Leur propre intégrité. Et cela la rend plus précieuse que n'importe quel cadeau que j'aurais pu leur faire. Papy, m'a dit Tatiana dimanche dernier pendant notre dîner hebdomadaire. Parfois je pense à ce qui se serait passé si on avait accepté la maison comme papa le voulait. Et qu'en penses-tu? Qu'on n'aurait jamais appris qu'on peut réussir par nous-mêmes. On n'aurait jamais découvert à quel point on est fort. Ignacio hocha la tête depuis l'autre côté de la table. Monsieur Riva, vous nous avez appris que le respect de soi-même vaut plus que n'importe quel raccourci. Ils ont raison. En refusant d'être victime de manipulation. Je ne me suis pas seulement sauvé moi-même. Je leur ai aussi enseigné la valeur de la dignité personnelle. Ma relation avec Samuel est devenue quelque chose que nous n'avions jamais eu. Une amitié entre adultes, basée sur le respect mutuel. Il n'est plus le fils qui essaie de gérer un père problématique. Et je ne suis plus le père qui se laisse infantiliser. Nous sommes 2 hommes adultes. Qui partagent une histoire. Et ont appris à apprécier ce qui compte vraiment. Papa, m'a-t-il dit il y a quelques semaines pendant une de ses visites. Je vais voir un thérapeute. Je suis content d'entendre ça, Samuel. Le thérapeute m'a aidé à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Ce n'est pas une excuse, mais au moins maintenant je comprends. Et que comprends-tu? Que j'avais peur. Peur qu'il t'arrive quelque chose et de ne pas pouvoir gérer. Peur que tu meures et que je me sente coupable de ne pas avoir fait assez. Alors j'ai essayé de tout contrôler pour ne plus avoir peur. La peur nous pousse parfois à faire des choses terribles, Samuel. Mais le véritable amour, c'est faire confiance à ceux qu'on aime pour prendre leurs propres décisions. Maintenant je le comprends. Et papa. Je suis fier de toi d'avoir su te défendre. De ne pas avoir laissé qu'on te prenne ta dignité. Et moi, je suis fier de toi d'avoir été assez courageux pour changer. Olivia aussi a changé, même si c'est plus discret. Elle ne tente plus de réorganiser ma maison quand elle vient. Elle ne fait plus de remarques sur mon âge ou mes capacités. Nos conversations sont superficielles, mais cordiales. Et c'est très bien ainsi. Toutes les relations n'ont pas besoin d'être profondes. Certaines doivent juste être respectueuses. Mais peut-être que le changement le plus important s'est produit en moi. Pendant des mois après la mort de Maria, je m'étais laissé rapetisser. Me rendre plus petit. Accepter que ma vie était presque finie. La manipulation de Samuel, paradoxalement, m'a réveillé de cette résignation. Elle m'a obligé à me souvenir de qui j'étais vraiment, Roré Riva. À 72 ans, j'ai découvert des passions que je ne soupçonnais pas. Le cours de peinture est devenu une vraie passion. J'ai même un petit atelier improvisé. Dans ce qui était autrefois la salle de couture de Maria. Et j'ai vendu 3 tableaux dans la galerie locale. Ce n'est pas du Picasso, mais ce sont les miens. Faits de mes mains, avec ma propre vision. J'ai aussi commencé à écrire. Non seulement ce récit, mais aussi des mémoires plus larges de ma vie avec Maria. Des histoires de notre jeunesse. Des souvenirs de l'époque où on élevait Samuel. Tatiana m'a suggéré de penser à les publier. Et Pedro cherche des options d'auto-édition.
J'ai voyagé plus ces 2 dernières années que dans toute ma vie d'avant. Je suis allé voir ma sœur au Guatemala. Quelque chose que je repoussais depuis la mort de Maria. Je suis parti en croisière dans les Caraïbes avec un groupe de gens de mon âge. Où j'ai rencontré Olivia Herrera. Une charmante veuve de 68 ans qui aime le jardinage et la lecture comme moi. Olivia n'a pas ma belle-fille, mais cette nouvelle Olivia a apporté une lumière inattendue dans ma vie. Ce n'est pas un remplacement de Maria, personne ne pourrait l'être. Mais c'est une compagne, une amie. Quelqu'un qui comprend les joies et les défis de cette période de la vie. On dîne ensemble 2 fois par semaine. On va parfois au théâtre. Et elle m'a appris à danser la salsa. Quelque chose que Maria avait toujours voulu que j'apprenne. Aurore, m'a dit Olivia hier soir en marchant au bord de mer. Est-ce que tu regrettes parfois de t'être battue si fort pour ton indépendance? Jamais, ai-je répondu sans hésiter. Parce que je ne me battais pas juste pour une maison ou de l'argent. Je me battais pour mon droit à être traité comme un être humain à part entière. Je suis heureuse que tu aies gagné cette bataille. On gagne tous quand quelqu'un refuse d'être une victime. J'ai appris à mes petits-enfants qu'ils peuvent se défendre. J'ai appris à mon fils que le respect est un droit, pas un privilège. Et je me suis appris à moi-même que vieillir n'est pas une maladie. L'entreprise immobilière avec Tatiana et Ignacio continue de prospérer. Pedro gère tout l'aspect juridique, s'assurant que tout soit toujours clair et bien documenté. J'ai complètement récupéré mon investissement de départ. Et je reçois maintenant des bénéfices mensuels qui complètent confortablement ma pension. Mais plus que le succès financier. Ce qui me rend fier, c'est de voir à quel point mes petits-enfants ont grandi. Tatiana a développé un œil incroyable pour repérer les bonnes maisons. Ignacio est devenu un expert en gestion de chantier et de budget. Ils construisent quelque chose à eux. Quelque chose qu'on ne pourra jamais leur enlever. Car ils l'ont gagné avec honnêteté. Papy, m'a dit Tatiana la semaine dernière. Tu sais ce qui est le plus beau dans tout ça? Dis-moi. Que maintenant, quand je viens te voir, je viens parce que j'en ai envie. Pas parce que je me sens obligé de te surveiller. Notre relation est réelle. Elle n'est pas basée sur la pitié ou le devoir. C'est ça la différence entre l'amour authentique et la manipulation émotionnelle. Ma fille, j'ai beaucoup réfléchi aux leçons de ces dernières années. La première, c'est que l'âge ne fait pas automatiquement de nous des victimes. La société veut nous faire croire qu'après un certain âge, on perd notre droit à l'autonomie. Mais ce n'est vrai que si on l'accepte. La deuxième, c'est que la vraie famille respecte, elle ne contrôle pas. L'amour qui exige qu'on se soumette n'est pas de l'amour, c'est de la possession. La troisième leçon, est peut-être la plus importante. Il n'est jamais trop tard pour se défendre. Pendant des mois, j'ai accepté d'être traité comme moins que ce que je suis. Parce que je croyais que c'était plus facile que de me battre. Mais la facilité à court terme peut coûter la dignité à long terme. Et ce n'est pas un bon marché. Quand je pense à Maria maintenant, je ne ressens plus seulement de la tristesse parce qu'elle n'est plus là. Je ressens de la gratitude pour les années qu'on a eues. Et de la fierté pour la manière dont j'ai honoré sa mémoire. Elle aurait été fière de me voir me battre pour notre maison. De refuser que nos souvenirs soient vus comme des choses à effacer. Maria, je lui dis parfois en travaillant dans le jardin parmi ses roses. J'espère que tu vois que je suis toujours l'homme dont tu es tombée amoureuse. Peut-être plus ridé, peut-être plus lent. Mais encore capable de me battre pour ce qui est juste. Le vent fait bouger les fleurs. Et j'aime penser que c'est sa manière à elle de me répondre. Pedro m'a rendu visite hier pour revoir quelques documents de l'entreprise. Mais on a fini par parler de la vie en général. Aurore, m'a-t-il dit. Tu sais ce que j'admire le plus dans tout ça? Quoi donc? Que tu ne sois pas devenue une victime pleine d'amertume. Tu aurais pu utiliser cette expérience pour devenir méfiant et amer. Mais à la place, tu t'en es servi pour grandir. Le ressentiment est une prison qu'on se construit soi-même, Pedro. Moi, je préfère la liberté. C'est cette attitude qui t'a mené aussi loin, m'a-t-il répondu. Pendant que je termine d'écrire cette histoire, le soleil est maintenant bien levé. Dans quelques heures, Olivia viendra déjeuner. Et ensuite on ira à la jardinerie chercher de nouvelles plantes pour le jardin. Cet après-midi, j'ai un cours de peinture. Et ce soir, Tatiana et Ignacio viennent dîner pour me parler de leur nouvelle acquisition.
Mon agenda est plein. Ma vie a un sens. Et mon avenir, même s'il est incertain en durée, est lumineux en possibilités. À toute personne qui lit ceci et traverse une situation similaire. Je veux dire, n'acceptez pas d'être traité comme si vous valiez moins que ce que vous êtes. Peu importe votre âge. Peu importe à quel point vous semblez vulnérable aux yeux des autres. Vous avez droit à la dignité, au respect, et à prendre vos propres décisions. La manipulation émotionnelle grandit dans le silence et la honte. Parlez. Cherchez de l'aide. Notez tout. Et souvenez-vous, le vrai amour ne demande jamais de renoncer à votre autonomie. J'ai vécu 72 ans sur cette planète. Et je peux dire avec certitude que les 2 dernières années ont été les plus gratifiantes. Parce que j'ai enfin appris à vivre entièrement selon mes propres règles. Ce matin, tandis que le soleil doré se reflétait sur les fenêtres de ma maison. Ma maison que j'ai gardée contre toute attente. J'ai ressenti une paix profonde. Pas la paix de la résignation, mais celle de quelqu'un qui a mené un bon combat et en est sorti vainqueur. Et hier soir, quand le soleil s'est couché sur la baie, assis sur mon porche avec une tasse de thé entre les mains et Olivia à mes côtés, j'ai compris une vérité essentielle. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour réclamer ta dignité. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour te rappeler que tu as le droit de vivre ta vie selon tes propres termes. Roré Riva, à 72 ans, n'attend pas la fin. Il vit le présent et prépare l'avenir. Avec la sagesse de l'expérience. Et l'énergie de quelqu'un qui a redécouvert qu'il a encore beaucoup à offrir au monde. La vie, après tout, ce n'est pas un compte à rebours vers l'oubli, mais une accumulation constante de moments qui comptent. Et j'ai bien l'intention de continuer à les accumuler. Jusqu'au dernier souffle.